Bonjour tout le monde, il est 12h15. Je crois qu'on va pouvoir démarrer. On va laisser les dernières personnes se connecter. Alors j'étais en train de faire le petit tour des participants, donc au-delà de quelques personnes de chez Keops. Je vois Christophe, Dominique, Ahmed qui nous rejoint, qu'on connaît bien, Adrien. Bonjour tout le monde. Ce que je vous propose, quelques règles de bienséance, on va dire, pour l'organisation du webinaire, hein. Attention à votre micro, laissez-le en mute s'il n'y a pas de choses à dire. Ça évitera qu'il y ait peut-être pollution sonore à certains moments. Après, on a décidé au début, on voulait couper les micros de tout le monde pour vraiment faire quelque chose de très, comment dire, je communique et à la fin, vous posez les questions. On a décidé de faire ça de manière plus collaborative. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter quand je prends la parole, etc. S'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à me couper. On rendra ça le plus interactif possible, hein. Bonjour Xavier, bonjour Ali. J'étais en train de dire que on essaye de laisser les micros coupés, mais on veut faire ça de manière interactive. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à me couper dans mon élan. Et voilà, on posera les questions en direct. Ce sera beaucoup plus simple comme ça, beaucoup plus interactif. Voilà, on n'a pas communiqué non plus énormément à la fin, dans la mesure où on voulait pas qu'il y ait trop de monde et que ça reste voilà, un peu plus restreint et qu'on puisse vraiment participer tous ensemble. Du coup, bonjour tout le monde. Je vois, il est 16h, il est midi 16. On va laisser encore quelques personnes arriver. En attendant, je voulais vous parler un peu de Keops, hein, de qui on est, de pourquoi on fait ce webinaire. Il y a plusieurs petits éléments. Donc aujourd'hui, le webinaire du jour, c'est Introduction à l'IT stratégie. On va vraiment adresser de manière très globale un certain nombre de sujets. Mais le but, hein, n'est pas on va pas vraiment rentrer dans les sujets un peu violents aujourd'hui. On va rester assez calme. Pour vous parler un peu de Keops Conseil, qui on est aujourd'hui, donc nous, on est un cabinet de conseil spécialisé en IT stratégie. IT stratégie, grand mot pour dire qu'on fait du conseil en management, hein, et on fait de l'organisation des DSI. Donc on intervient sur différents créneaux que vous voyez. Et aujourd'hui, on est plus qu'un cabinet de conseil, on est en train d'ouvrir une branche organisme de formation, sujet pour lequel on est là aujourd'hui. Le webinaire lance un peu le pas. Et prochainement, on sera probablement éditeur de logiciels. Donc, plus qu'un cabinet de conseil, pardon, on sera plutôt un environnement demain. Et on a vocation vraiment à adresser toutes les mathématiques des DSI sur voilà, différentes pluralités de disciplines que vous voyez ici. Donc, performance IT, collaboration de la DSI avec les partenaires métiers, l'image du numérique, le partage de connaissances, hein, tout ce qui convient pour mettre en place, on va dire, les bonnes pratiques au sein d'une DSI et pousser l'amélioration continue, pousser la professionnalisation des DSI. On est quand même à un moment aujourd'hui qui est charnière dans les DSI, un peu comme dans les années 80 avec l'industrie qui s'est professionnalisée avec le lean management. Aujourd'hui, je pense qu'on est à un moment un peu charnière où les méthodologies, les normes internationales sont de plus en plus poussées, intéressantes et ne sont, comment dire, plus contestées. On est tous certains que les normes aujourd'hui fonctionnent très bien et on est vraiment en train de pousser leurs usages. Donc voilà, on est à un moment un peu charnière de l'organisation des DSI et c'est clairement le créneau sur lequel aujourd'hui Keops se positionne. Donc, pour vous parler un petit peu des webinaires, on a donc 4 webinaires qui sont prévus. Donc, on est ici aujourd'hui, introduction à l'IT stratégie. Comme je disais tout à l'heure, ça va être léger. On va vraiment rentrer, pour les non-initiés, on va dire, ça donne un premier vernis. On va rentrer un petit peu plus dans le dur, hein, la prochaine séance, donc la semaine prochaine, mercredi prochain, pour manager les systèmes d'information, gouverner les systèmes d'information. Là, on sera au summum comment dire, hein, du mal de crâne, hein, pour certains. Je pense qu'on va vraiment adresser des thématiques qui sont beaucoup plus poussées. Et ensuite, on redescend sur un sujet pilotage des objectifs, plus simple, on va dire, pour tout un chacun, pour vraiment voilà, mieux appréhender ces thématiques-là. Voilà, trop tout doucement, l'idée, c'est vraiment que vous ayez toutes les billes pour demain travailler avec une DSI, hein, si aujourd'hui ce n'est pas le cas, ou comprendre en tout cas les thématiques voilà, IT au global, organisationnel.
Donc l'agenda du jour, il se décline. Alors déjà, le premier sujet, c'est de parler de la définition de l'IT stratégie. Stratégie IT, on va adresser donc le sujet de la stratégie organisationnelle dans un premier temps pour vous expliquer un peu voilà, ce qu'on entend par stratégie organisationnelle. Ensuite, on va parler de la partie IT, pourquoi on parle de technologie de l'information et non pas juste d'informatique, tout simple. On va donc du coup, ça va faire le pan sur le système d'information, comment fonctionne une direction des systèmes d'information. Donc là, on va vraiment vous parler de tous les corps de métier. Enfin, en tout cas, on va dresser la majeure partie des corps de métier d'une DSI et le positionnement et les enjeux de la DSI si on a le temps. J'espère que je ne serai pas trop bavard et n'hésitez pas à me poser des questions quand même. Mais si on a le temps, on essaiera d'adresser cette dernière partie. J'espère qu'on pourra tout traiter. Donc, définition de l'IT stratégie. Pour démarrer, donc pour vous parler un petit peu de la stratégie organisationnelle, l'idée ici, c'est vous de parler un petit peu de l'approche top-down. Donc en fait, comment une stratégie de l'organisation, qui est aujourd'hui donc définie par le comité d'exécutif, va être déclinée par chacune des directions de l'organisation et même déclinée au niveau des équipes. Donc on parle souvent d'approche top-down, on peut parler aussi de bottom-up, qui est l'information remontante, mais l'information descendante, c'est de dire que le comité exécutif définit les grandes lignes directrices de l'organisation. Derrière, ces lignes directrices sont reprises par les directions qui les déclinent à un niveau tactique. Donc là, on parle vraiment de tactique de la direction des systèmes d'information. C'est notre sujet du jour. Donc la DSI, elle, s'approprie finalement donc, les grandes lignes directrices, est capable de décliner vis-à-vis de ces lignes quels vont être les grands pans et comment elle va travailler, elle, de son côté. Et ensuite, c'est repris au niveau des équipes pour organiser la partie, donc une partie technique et une partie tactique évidemment, qui est reprise par le biais de la direction, parce que tout l'ensemble se répond évidemment. Et derrière, au niveau individuel, ça peut également se répercuter de différentes manières. Aujourd'hui, il y a des systèmes de pilotage des objectifs qui existent. Je pense à la méthode des objectifs qui résultent, qui est une méthodologie voilà, qui est utilisée pas mal dans les startups et qui qui nous vient des Américains, de chez Google. Ou alors, ça peut être, on peut parler de comment dire, des objectifs pluriannuels ou annuels qu'on donne aux employés aujourd'hui dans les directions. Évidemment, voilà, l'idée, c'est que l'ensemble soit cohérent et se réponde et que tout le monde avance dans la même direction. Donc l'approche top-down sert à cela. Et derrière, on peut parler évidemment de bottom-up. Évidemment, les opérationnels, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sentent le marché, ce qui peut advenir aujourd'hui au sein voilà, de l'écosystème et qui vont faire remonter les risques, qui vont faire remonter les informations. Et donc, tous ces éléments-là remontent au niveau tactique, au niveau stratégique, si besoin il y en a. Et donc, ce dont je vous parle, globalement, on parle ici de cascade des objectifs. C'est-à-dire que la stratégie qui est affichée par l'organisation, elle est déclinée, donc il y a un but. Alors, on peut parler les Américains parlent de vision, de purpose. Ici, on est vraiment sur le but de l'organisation. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je parlais de Keops. Keops a pour but de devenir un écosystème au sein de l'IT français et de réponse aux problématiques des DSI. Ça va être notre but. Les objectifs, ça va être de décliner ça en format conseil, format formation ou format édition de logiciel. Les indicateurs qu'on va mettre en face sont voilà, à définir. On ne les a pas encore définis de notre côté. Et les métriques, donc les métriques, c'est un ensemble de métriques nous donne des indicateurs. Donc voilà, les métriques, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va monitorer au quotidien, qu'est-ce qu'on va récupérer comme information qui vont nous permettre d'avoir ces éléments sur les indicateurs et faire remonter l'ensemble. Derrière, cascade de l'objectif, donc les directions reprennent les objectifs de l'organisation, déclinent à leur tour l'ensemble des 4 composants que je viens de citer, but, objectifs, indicateurs et métriques. Et enfin, les équipes s'approprient les objectifs de la direction qu'ils déclinent. Et derrière, on peut également le refaire au niveau individuel si on le souhaite. Donc voici pour la partie stratégie organisationnelle. Et là, je voulais vous parler donc de pourquoi on parle d'information et non pas d'IT, et non pas pardon d'informatique au global. Alors, on a demandé à notre cher serviteur ChatGPT de nous donner la définition. Je trouve qu'il donne des meilleures définitions que n'importe qui maintenant sur Internet. En fait, l'idée, c'est de dire que les technologies de l'information, c'est plus large que le simple domaine de l'informatique. On adresse des sujets autour de la gestion, du traitement, de la transmission et de l'utilisation de l'information.
Quand on parle d'information, on parle évidemment de données, on parle de data. Et cette data, finalement, c'est le cœur de métier de la DSI. La DSI, aujourd'hui, a pour rôle de récupérer un maximum de données de par l'écosystème dans lequel elle évolue, de faire correspondre cela à des enjeux, on va dire, métiers, donc des enjeux de la part des directions qu'elle peut accompagner, juridiques, RH, communication, marketing, j'en passe, et des meilleurs. Mais l'idée, c'est la gestion de la donnée au global. Comment, à l'intérieur de l'organisation, est-ce qu'on travaille? Comment est-ce que l'information qui est générée à travers l'écosystème nous permet de répondre à certains enjeux, et comment est-ce que c'est géré en interne de l'organisation, à savoir ce qui vient de la part des RH va être traité au niveau de toutes les autres directions dans le cadre de leur recrutement. Ça va permettre la gestion des payes. Voilà, il y a tout un écosystème de données qui coexiste dans la direction, dans l'organisation, et qui permet de se répondre. Et donc, quand on parle de gestion, de traitement, de transmission et d'utilisation, on parle derrière évidemment de sujets autour de l'infrastructure, on parle des systèmes, on parle du réseau, voilà, on parle de toutes ces briques, de toutes ces briques qui permettent de faire fonctionner les systèmes d'information aujourd'hui. Donc, comment fonctionne une DSI? Alors, l'idée qu'on a eue ici, c'était de vous présenter un peu les différents corps de métier qu'on pouvait avoir dans une DSI en faisant une analogie vis-à-vis du bâtiment. Donc aujourd'hui, beaucoup de choses se sont créées autour du, comment dire, tous les corps de métier qu'on connaît aujourd'hui sont très proches de ceux qu'on retrouve dans le bâtiment. La DSI, c'est pas mal construit autour de ça. Bon, je vais passer les méthodes agiles, etc., tout ce qui existe de manière plus récente, mais en tout cas, la DSI, c'est beaucoup construit autour de cette analogie du bâtiment dans un premier temps. On a donc le système d'information qu'on peut imaginer comme étant une maison. Et chacune des pièces de notre maison correspond à un applicatif logiciel. Donc, chacune des pièces qu'on va avoir correspond à une application, et toutes ces pièces communiquent les unes les autres par différents types de réseaux qu'on va voir ensuite. Donc, les corps de métier. Dans un premier temps, on va avoir les personnes qui ont un besoin. Les besoins de création d'une maison viennent de l'assistance à maîtrise de la maîtrise d'ouvrage, qu'on peut imaginer comme étant les propriétaires de la maison. Les propriétaires de la maison ont tel besoin. Ils vont communiquer sur ce qu'ils souhaitent qu'il soit construit, et ce qui va répondre du coup à leurs exigences et leurs problématiques. Donc, les propriétaires sont notre maîtrise d'ouvrage. Et notre maîtrise d'ouvrage, ça va être la direction RH, la direction financière, la direction des opérations, communication marketing, direction juridique, et j'en passe. Toutes celles qu'on peut imaginer dans une organisation. Derrière, on va avoir les architectes. Les architectes, eux, ils prennent en compte ce besoin. Aujourd'hui, c'est un rôle qui est un peu le parent pauvre des DSI, mais les architectes ont une fonction qui est vraiment primordiale et vraiment cœur au sein des directions des systèmes d'information. Les architectes, eux, vont capter ce besoin-là, et ils vont décliner finalement comment s'organise la maison. Ma maison a besoin de certaines portes entre eux, pour que telle pièce et telle pièce communiquent. Donc, en interne de mon organisation, je crée entre cette application 1 et cette application 2 une porte qui permet de communiquer. On peut avoir des fenêtres qui vont nous faire communiquer avec l'extérieur, avec, par exemple, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des informations de la donnée de l'écosystème qui rentrent à l'intérieur des applicatifs de l'organisation, qui permettent d'alimenter tout cela. Et derrière, on se pose également des questions autour des circuits de communication. Alors là, on prend l'exemple de l'eau, de l'électricité, mais on peut parler surtout de données, on peut parler de systèmes de réseau, enfin voilà, on peut imaginer tout plein de choses au sein d'une organisation. Derrière, on va avoir les chefs de chantier. Les chefs de chantier, c'est notre assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, vous rappelez-vous, tout à l'heure, on parlait de maîtrise d'ouvrage, c'était nos métiers, donc direction juridique, direction RH, direction de la communication. Derrière, on va avoir un pendant côté DSI, donc direction des systèmes d'information, qui va répondre à cet interlocuteur maîtrise d'ouvrage. Entre les deux, il y a eu l'architecture, certes, mais le pendant et l'interlocuteur direct au sein de la DSI, c'est la maîtrise d'ouvrage. Donc, maîtrise d'ouvrage, chef de chantier. Eux, ils appréhendent les besoins et les enjeux des propriétaires. Ils ont vraiment une connaissance du métier, ils sont capables de l'adresser et de comprendre. Finalement, ils ont cette double casquette entre métier et technique,
parce qu'ils connaissent le fonctionnement de la DSI et ils connaissent le fonctionnement des métiers. Ils sont capables voilà, de faire le pendant et donc de créer les synergies qui conviennent bien. Donc, ils travaillent avec les architectes pour définir l'agencement des pièces. La MOA va, donc, ouais, c'est son petit nom, la MOA, pour assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise l'expertise donc, de son client, maîtrise comment fonctionne le SI, ce fameux sujet de double casquette, et agit comme facilitateur dans notre chantier. Ensuite, on va avoir la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, ça va être nos ouvriers, nos développeurs. Nos développeurs, eux, ils prennent en compte, donc ils récupèrent les besoins qui ont été drainés auprès de la maîtrise d'ouvrage, gérée par l'assistance à maîtrise d'ouvrage qui maîtrise le système d'information et donc récupèrent des spécifications. Les spécifications, c'est un document, spécification fonctionnelle, fonctionnelle ou technique, détaillé ou général. Enfin bon, ce sont des documents qu'on utilise au sein des DSI pour capter le besoin et comprendre ce qui doit être réalisé véritablement. Donc, l'assistance à maîtrise d'ouvrage a commencé à décliner, on va dire, les premiers écrans en disant, bah, en cliquant sur tel bouton, on va rentrer sur telle image, enfin sur tel écran qui va nous permettre de réaliser tel, et voici les fonctionnalités qu'on a derrière, comment elles gravitent, comment elles fonctionnent les unes les autres. Toute cette partie-là, toute la partie code pur informatique, on parle de maîtrise d'œuvre et donc ce sont nos développeurs. Donc, nos développeurs, ils appréhendent les normes du bâtiment, à savoir l'architecture et les plans. On voit très souvent, en général, nos architectes sont des anciens développeurs qui ont passé un certain nombre de steps dans leur carrière pour arriver à des rôles d'architecture. Donc, c'est des développeurs qui maîtrisent la technique, qui appréhendent le métier, qui montent en puissance et donc vont sur des sujets d'architecture. Mais la maîtrise d'œuvre, elle, on va dire, c'est eux qui crachent du code et qui donc du coup travaillent avec les spécifications et travaillent à la solution finale avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ils travaillent en lien direct, étant donné qu'il faut toujours vérifier avec les métiers que les solutions correspondent bien à leurs besoins. Sinon, on est souvent à côté de la plaque. Et donc enfin, on va avoir notre fin de chantier. Donc, les développeurs ont réalisé les tests. On a vérifié avec l'assistance à maîtrise d'ouvrage que la solution était en indication avec le besoin. On a réalisé des tests. Parce qu'une fois qu'on a fini nos développements, évidemment, donc il y a des tests qui sont réalisés en direct par les développeurs pour déjà ne pas pousser, on va dire, une fonctionnalité qui ne fonctionne pas. Donc, il y a des tests côté développeur. Derrière, il y a des tests qui sont repris par l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour vérifier que le besoin est en adéquation avec ce qui a été spécifié et construit au préalable. Et derrière, on envoie en environnement de production. Donc, l'environnement de production, pour vous en parler très rapidement, l'idée de l'environnement de production, c'est de dire que des maisons, on en a plein de différentes. On a notre maison de production qui, elle, est affichée aux utilisateurs. C'est-à-dire que quand on fait des développements et quand on fait quand on a besoin d'environnement bac à sable, on va travailler évidemment sur d'autres environnements pour que si on fait comment dire, si on travaille sur la couleur, si on travaille sur des fonctionnalités, on ne fasse pas péter ce qui existe aujourd'hui et ce qui est affiché à nos utilisateurs finaux. Donc, on a plein d'environnements. On a l'environnement de production. On peut avoir un environnement de pré-production qui est un miroir de la production qui nous permet de vérifier si, lorsqu'on fait un développement, qu'on le pousse, du coup, qu'on va le pousser en production, on vérifie qu'il n'y a rien qui pète en environnement de pré-production avant de l'envoyer en production. L'idée, c'est d'avoir entre ces différents environnements, c'est d'avoir des interconnexions qui montent en puissance. Donc, environnement de production, on est vraiment sur la cible. Environnement de pré-production, on est sur la cible, mais ce n'est pas celle qui est affichée parce que ça nous permet aussi quand même de faire des travaux dessus. On va avoir un environnement de test, on va avoir un environnement de développement, et on peut en imaginer des environnements d'intégration, on peut imaginer plein de choses. Et donc, ces différents environnements, comme je le disais, on monte en puissance, c'est-à-dire que les développeurs travaillent sur un environnement qui est réduit. On va pas, voilà, un environnement de production, ça prend beaucoup de place sur les serveurs. Donc, on travaille sur des choses qui sont plus petites, avec moins d'interconnexion avec les autres applicatifs, parce que sinon, voilà, ça prend de la place, ça prend de la donnée.
Et tout doucement, on monte en puissance avec les interconnexions, avec les données qui sont utilisées pour bien se rendre compte, finalement, est-ce que notre développement tout au long de son cycle de vie fonctionne bien et s'interconnecte bien avec tous nos composants avant d'aller à la cible. Donc voici sur l'analogie du bâtiment. Donc là, on vous a montré quelque chose qui est assez simple, hein, et assez mignon. C'est-à-dire que le bâtiment que je vous ai présenté, il était assez enfantin. Notre véritable maison, elle ressemble plutôt à ça, à une vraie architecture, hein, et à vrai dire, elle ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Et quand je dis ce type comment dire, là, vous avez une cartographie, vous avez une architecture, c'est plutôt une superposition d'architecture. On est vraiment sur un espèce de gros millefeuille avec tout plein de normes, et c'est beaucoup moins sexy tout d'un coup. Oui, Jérémy? Juste, je voulais te préciser qu'Ophélie avait une question pour toi dans le chat. Ok, très bien. Je regarde ça. Hop. Ok. Est-ce qu'on a traité toutes les équipes de la DSI? Alors, pas tout à fait. C'est une bonne question, en effet. Je reviens sur mon bâtiment. On n'a pas parlé de toutes les équipes de la DSI. Je vous ai vraiment parlé là d'un projet. L'idée, c'était vraiment de vous parler on a une demande entrante, hein, qui est faite, hein, par, les directions métiers. Comment c'est traité à l'intérieur de la DSI? Comment est-ce qu'on en ressort de la valeur, hein, donc de la valeur ou un projet ou un résultat? Et je vous ai vraiment parlé des personnes qui travaillent, on va dire, véritablement sur la solution qui est proposée. Derrière, il y a plein d'autres équipes qui existent, hein. On va avoir une équipe de support informatique, qui, elle, évidemment, non, alors, selon les bonnes pratiques, c'est pas souvent ce qui est fait, mais selon les bonnes pratiques, normalement, suit l'ensemble du cycle de vie de l'application ou du projet pour être capable de l'appréhender et de la maîtriser à terme, parce que c'est eux qui vont répondre aux questions des utilisateurs. Alors bon, je ne rentre pas dans le sujet qu'il y a plusieurs types de supports, etc. Mais en tout cas, ils ont à la fin les clés pour être capable de répondre à toutes les problématiques, à toutes les questions et à tous les besoins des utilisateurs. Donc, le support informatique, c'est une grosse équipe, hein, dont on n'a pas parlé. Et derrière, je ne vous ai pas non plus parlé des équipes, je ne vous ai pas non plus décliné les maîtrises d'œuvre qui peuvent exister. Je vous ai parlé ici que de développeurs, mais on peut avoir des équipes data, on peut avoir des équipes, on va parler des technos, des technos un peu sexy du moment, on peut avoir des équipes cyber, hein, on peut avoir des équipes intelligence artificielle, on peut avoir des équipes blockchain. Enfin voilà, on va vraiment avoir une pluralité d'experts. On va également avoir tous ceux qui gèrent la chaîne de valeur des projets ou des demandes entrantes. Globalement, c'est les demandes entrantes. Comment est-ce qu'on en sort de la valeur derrière? Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire qu'est la DSI? Et on va avoir des équipes du type chef de projet, responsable delivery manager parfois, et voilà, qui eux finalement vont cadencer un petit peu l'activité en PMO. Le PMO par exemple, la fonction PMO, donc Project Management Officer. Voilà, on a différents types finalement voilà, de profils qui vont être là pour battre la mesure, vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur, faire de la gestion du risque en fonction des projets. S'ils sont lourds, il y a une gestion du risque qui est associée. Voilà, on a tous différents types de typologies, et je vous parle donc tout à l'heure, je vous parlais de projets en termes de demande entrante, demande sortante. Qu'est-ce qui se passe au milieu de cette boîte qu'est la DSI? Pour autant, on peut avoir d'autres types. On peut avoir des demandes de services. Des demandes de services, c'est j'ai besoin d'un téléphone portable, comment je m'y prends? Donc c'est une demande aussi qui est traitée par différents typologies d'actions. Et voilà, enfin, on peut avoir des projets, on peut avoir des portfolios, donc des portefeuilles de projets, donc un ensemble de projets adressés autour d'une thématique. On peut avoir des programmes si c'est un énorme projet ou qui vraiment impacte énormément l'organisation. Voilà. Donc il y a différentes typologies, mais là on a vraiment simplifié au maximum pour vous parler que de la partie projet. Je ne sais pas si c'est assez clair, de votre côté. Ok.
Du coup, je voulais vous parler rapidement aujourd'hui donc là, on rentre un peu plus dans la partie stratégie IT pure. C'est-à-dire que là, on vous a parlé un petit peu de ce qui se passait au sein de la DSI, entre demande entrante, qu'est-ce qui est généré, comment on en ressort de la valeur. Et là, je vais vous parler un petit peu plus du positionnement de la DSI vis-à-vis de l'écosystème actuel qui, comme vous le savez, évolue très vite, hein, et comment est-ce qu'on répond aux exigences du marché aujourd'hui avec les systèmes d'information. Donc aujourd'hui, on a un gros sujet autour du système d'information qui est partenaire des métiers. Donc, sur cette partie-là, on va avoir un rôle de la DSI qui a beaucoup évolué depuis les dernières années. Les premières directions des systèmes d'information ont vu le jour dans les années à peu près 80-90, hein, ça dépend des secteurs d'activité. En tout cas, dans le bancaire, ça fait un moment que ça existe, hein. Et à l'époque, la DSI était vraiment vue comme étant un fournisseur de services bas niveau, une fonction support. C'est-à-dire qu'on faisait appel à elle aux besoins, et c'était vraiment de l'information descendante. Je te tombe dessus, toi DSI, et file-moi crée-moi tel projet, réponds à tel besoin. On était vraiment sur là, le système d'information est en bout de chaîne. Il récupère les informations entrantes, il traite, hein, du mieux qu'il peut, et il en fait sortir de la valeur. Maintenant, on est sur une DSI qui doit évoluer dans la mesure où, vous le savez, l'informatique prend de plus en plus de place. La révolution numérique n'en est qu'à ses prémices, hein, selon beaucoup. Et je pense que vous le savez avec tous les sujets métavers, IA, blockchain, etc. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Et donc, on passe à un sujet autour de la DSI qui apporte davantage de valeur auprès de ses métiers, auprès de l'organisation. Donc, on va passer d'un rôle fonction support à une fonction stratégique. On voit de plus en plus de directeurs des systèmes d'information qui prennent des places importantes dans les organisations, parfois même des places de DG pour certains, parce que justement l'informatique est au cœur d'une révolution technologique, managériale, et donc on a un véritable sujet autour de l'apport de valeur, de la création de valeur auprès des métiers. Donc, on va avoir des sujets autour de la vision et la croissance digitale au global au sein des organisations. On peut également parler d'efficience du SI, c'est-à-dire que le système d'information est tellement bien managé, tellement bien géré aujourd'hui que finalement, notre boutique, elle tourne et on n'est pas en train toujours de gérer ce qu'on appelle le legacy, donc en fait l'historique. On n'est pas toujours en train de travailler en mode pompier à réparer, on va dire, notre infrastructure et nos systèmes qui fonctionnent à moitié. On est vraiment sur un SI qui est efficient, sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire. Et à partir de là, une fois que la DSI a atteint ce niveau, on va dire, de maturité et de gestion organisationnelle et même applicative et technologique qui est forte, hein, on peut vraiment commencer à adresser des sujets de vision. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, mais le LCL se rend compte que ses petits copains du Crédit Agricole vont beaucoup plus vite que eux sur la banque en ligne. OK, ils vont beaucoup plus vite, ils utilisent telle technologie. Comment nous, est-ce qu'on fait pour répondre à ce sujet concurrentiel et comment on se met d'équerre finalement pour répondre plus vite, hein, qu'à une demande qui va être de plus en plus croissante parce que mes chiffres disent que la progression du business autour de la banque en ligne évolue à telle cadence et que du coup, il faut qu'on se positionne dans les 2 à 3 ans à venir. Donc, on a vraiment un sujet de rôle de la DSI beaucoup plus stratégique et beaucoup plus prédominant au sein des organisations. Un second point qu'on a aujourd'hui, c'est de comment est-ce qu'on fait pour répondre à toutes les thématiques que l'on a vis-à-vis de comment dire, de tous les positionnements digitaux que peut avoir l'organisation. Donc aujourd'hui, on a, donc vous voyez à la verticale, donc sur notre ordonnée, on va avoir tout ce qui est digital, hein, donc les canaux digitaux de l'organisation. Et de l'autre côté, on a les réponses, on va dire, organisationnelles. Donc, en termes de canaux digitaux, aujourd'hui, on a le web, évidemment. Le web, aujourd'hui, on est en train de discuter par Teams, hein, le web est donc prédominant. Certains d'entre vous sont peut-être sur mobile. Donc, Teams a évidemment créé son application mobile pour répondre. On va avoir ensuite le social, par les réseaux sociaux, par tout ce qui existe aujourd'hui sur le sujet. On va avoir des sujets autour de l'analytics, donc la donnée,
au global, hein. On va avoir des sujets autour de l'IoT, les objets, donc Internet of Things, hein, les objets connectés. Donc, hein, vous voyez une petite comment dire, des lunettes, mais ça peut être, là, je sais que Apple est en train de sortir sa nouvelle, ses nouvelles lunettes VR, mais on peut avoir aussi votre, votre domotique à la maison, votre maison connectée, donc tout ce qui peut ramener de l'information est pris en compte, les Apple Watch pour certains. Et enfin, on va avoir des sujets autour de la culture digitale au global dans une organisation. Comment est-ce qu'on adresse la culture digitale? Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a un gros sujet autour des comment dire, de l'apprentissage du numérique de tout à chacun. Je ne pense pas que ce soit un problème entre les personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais ça peut l'être pour les personnes plus âgées, par exemple. Et finalement, comment la DSI, elle, répond de manière organisationnelle vis-à-vis de tous ces canaux-là. Donc, on va avoir des sujets autour du modèle d'affaires. Donc, déjà, la connaissance du client et des partenaires. Ça passe beaucoup à travers la donnée, à travers la compréhension de l'écosystème dans lequel l'organisation évolue. On va également avoir la partie distribution. La partie de distribution, donc comment est-ce qu'aujourd'hui je réponds aux engagements de mes clients à travers la distribution de mon produit. Donc nous, par exemple, vous voyez, on est un cabinet de conseil, donc c'est assez simple, hein. On se connecte par Teams, hein, mais on ouvre un certain nombre d'outils pour travailler avec ces personnes-là. Derrière, on peut avoir du présentiel sur site si besoin, avec des ateliers qui vont être faits. Donc toute cette partie organisation, c'est de la distribution de notre produit finalement, de la valeur que Keops peut apporter à des clients. Si je vous parle d'Apple, les thématiques sont pas du tout les mêmes dans la mesure où la distribution, elle se fait à travers des entrepôts. Des entrepôts, enfin déjà il y a les usines, ensuite on parle d'entrepôts, ensuite on parle de livraison de stock dans tel ou tel magasin avec les partenaires, etc. Voilà, ça peut être bien plus, c'est voilà, divers et variés en fonction des typologies d'organisation. Et évidemment, derrière, on a le sujet du produit et des services. Je pense que là-dessus, j'ai pas besoin d'en parler. Derrière, on a le modèle opérationnel, hein. Alors, je fais attention avec les termes que j'utilise parce qu'on a tendance à beaucoup utiliser maintenant sur le marché le terme de Target Operating Model, mais j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était un terme qui était déposé par Deloitte, mais on est en plein dedans finalement. On est en plein dedans. Le modèle opérationnel de la DSI, comment se positionne-t-il vis-à-vis des engagements métiers, vis-à-vis des engagements de l'organisation? Donc, on va avoir des sujets autour de l'organisation de la DSI, comment est-ce qu'elle se positionne. Alors évidemment, là, je fais le focus sur la DSI, mais ce système-là, il peut répondre à toutes les fonctions support d'une organisation. Donc, on va avoir l'organisation de la DSI, comment elle se structure, comment elle s'organise, comment elle met en place ses objectifs et qu'elle répond à ses exigences. Derrière, on va avoir les processus. Les processus, on peut le décliner. Tout à l'heure, je vous ai présenté un processus, hein. Tout à l'heure, je vous ai présenté la méthodologie cycle en V pour la gestion de projet. J'ai une demande entrante, hein, je spécifie la demande, je développe, je teste, hein, et j'envoie en production. On a notre cycle en V pour ceux qui connaissent. On peut avoir des processus plus agiles avec d'autres typologies et d'autres métiers. Voilà, c'est un peu une transformation des chemins de développement. Mais voilà, les processus, hein, c'est quand même aujourd'hui comment est-ce que s'organisent les corps de métier au sein de la direction, comment derrière on peut parler de procédures, hein. Les procédures, c'est vraiment quelle est la procédure de gestion du développement. À l'intérieur se trouvent les processus et se trouvent des éléments, on va dire, de base de connaissances organisationnelles. On peut également parler, il y a certaines organisations qui parlent de policies, hein, les polices, hein, polices de gestion. Police, on peut parler voilà, côté assurance, il y a les polices d'assurance. C'est un peu le même type. C'est quel est le cadre dans lequel je te permets d'évoluer. Oui, Abdou, je vois que tu as une question. Oui, je vois que tu parles en fait de cycle en V qui repose sur l'enchaînement en fait classique des étapes de gestion d'un projet en fait Mhm. séquentiel et linéaire en fait, c'est-à-dire on finit une étape, on passe à l'autre en fait. Est-ce que tu pourrais peut-être aborder le cadre de méthodologie de projet au sein de la Ouais, DSI? On connaît en fait la méthode un peu en vogue en fait en ce moment, l'agilité et ouais. aussi d'autres méthodologies en fait assez vieilles en fait. Mm. Quelles sont peut-être pour toi, est-ce que c'est l'agilité ou le cycle en V ou peut-être imaginer un mode hybride en fait pour la DSI?
Faites bien attention. Oui, ouais, ouais. Alors aujourd'hui, en effet, aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité, même si je suis quand même globalement, et je pense que tout le monde, toutes les personnes qui travaillent dans l'IT et qui sont présents le savent, aujourd'hui, de l'agilité pure, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en font sur le marché. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement d'historique dans les grandes directions des systèmes d'information que passer à de l'agilité pure, c'est quand même chose, allez, j'allais dire infaisable. Peut-être pas infaisable, mais il y a une transformation de culture qui est extrêmement forte. Donc aujourd'hui, on est souvent sur des thèmes hybrides, c'est-à-dire que l'agilité apporte quand même de belles, comment dire, de belles perspectives, que ce soit en termes de rituels. Donc, je rappelle les rituels, ça va être tous les matins, on se retrouve, on fait un stand-up meeting. Donc, tout le monde se met debout et parle de ce qu'il a fait la veille, ce qu'il a fait aujourd'hui, quelles sont les problématiques qu'il a rencontrées. On va avoir des systèmes où toutes les 2 semaines, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on met dans notre manette et qu'est-ce qu'on va traiter sur ces 2 prochaines semaines. Je dis 2 semaines, mais ça peut être d'autres périodicités. Et donc, il y a un certain nombre de rituels qui sont vachement intéressants. La rétrospective, j'en ai pas parlé. Il me semble que, et il y a également les tests démo avec les utilisateurs. Donc, ce sont des rituels qui sont très intéressants et qui, je pense, comment dire, sont un peu inspirationnels. Donc, tout le monde va puiser dans cette méthodologie-là et essaye de l'apporter à son cycle en V. Mais aujourd'hui, quand on regarde, on est plutôt sur des cadencements de cycle en V de 2, 3, 4 semaines grand maximum et on essaye de cadencer l'activité comme ça parce que ça nous donne des deadlines un peu plus courtes et donc, du coup, on peut davantage se challenger. Aujourd'hui, en termes d'agilité pure, à part nos jeunes éditeurs de logiciels, nos jeunes startups, en France, il n'y a pas beaucoup, franchement, de personnes qui en fait vraiment. Donc voilà, mais en effet, c'est un grand sujet. On pourrait en faire un webinaire complet de l'agilité. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'est l'avenir. Comment est-ce qu'on l'adresse dans les DSI historiques? C'est la question à 1 million de dollars. Clairement, je ne suis pas capable de le dire. Mais en tout cas, c'est de la gestion. Pour revenir à là où j'en étais, c'est du processus, c'est de la procédure, c'est de l'organisation et c'est du comment est-ce qu'on s'organise autour de notre cycle de développement pour construire tout ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Abdou? Alors oui, c'est un grand sujet en fait, cette Ouais. question de méthodologie en fait hybride au sein de la Mm. DSI. Oui, tu as répondu. Merci. Ok, top. Ouais, ouais, en effet, bon, comment dire. Après, le format hybride, bon, on en pense qu'on en veut, ça fonctionne plus ou moins bien. À mon sens, s'il y avait, comment dire, si les dirigeants de la DSI, donc quand on dit dirigeants, c'est vraiment l'équipe dirigeante et les managers impulsaient davantage comment dire, euh, était davantage sponsor de cette gestion-là et imposer davantage de choses, je pense qu'on serait davantage dans les clous de l'agilité. Je pense notamment au respect des délais, à la prise en charge des risques, à la documentation de notre système d'information. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment portées par les équipes dirigeantes, à mon sens, et qui font qu'aujourd'hui, l'agilité ne peut pas prendre, quoi qu'il arrive, dans les organisations. Donc pour revenir sur ma petite matrice ici, donc je parlais organisation, processus, information, technologie, actif physique, je pense que ça va de soi. Et enfin, évidemment, un sujet autour du capital humain, donc qui est la connaissance, la gestion de la performance. Donc là, on parle vraiment de l'humain. Aujourd'hui, comment dire, notre rôle, c'est quand même au sein des DSI, c'est de sortir des lignes de code, globalement. En tout cas, je parle pour les grosses DSI, pour celles qui font encore du développement, c'est quand même de sortir des lignes de code. Et les lignes de code, c'est du jus de cerveau. Donc globalement, sans capital humain, on est capable de rien faire. On a un vrai travail autour de la formation continue de nos ingénieurs, de nos informaticiens et même de toutes les personnes qui travaillent dans la DSI. On dit souvent que si on ne se forme pas dans l'informatique, en 3 ans, on est mort sur le marché. Je pense que cette phrase, elle est suffisamment parlante pour dire qu'il y a un véritable sujet autour de la gestion des compétences, de la gestion des talents et donc de la gestion de la performance par ce biais-là, évidemment. Euh,
voici sur cette partie, et on est sur la dernière slide, celle qui fait un peu plus peur. Tout à l'heure, je vous présentais une architecture, hein. Donc on est passé de la maison un peu mignonne à la partie un peu plus face à face vis-à-vis d'un document d'architecture qui est beaucoup plus compliqué, qui est beaucoup plus poussé. Et je vous disais que en fait, finalement, notre architecture, c'était un millefeuille. Un millefeuille dans lequel on a plein de couches qui nous permettent d'adresser plein de thématiques, et donc de répondre surtout à des enjeux organisationnel, de cohérence du système d'information, de résilience de ce système d'information. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui tombe demain, si j'ai une machine qui ne répond plus parce que coupure de courant, il y a quelque chose qui a disjoncté et qui a cramé un outil, comment est-ce qu'on réagit vis-à-vis de ces problématiques-là? Donc, on a cette superposition de couches architecturales. Donc, on part évidemment, ce que je disais tout à l'heure, hein, on est vraiment sur une approche top-down, une approche vraiment cascade. Donc, on part évidemment du volet stratégique avec donc comment se positionne la DSI. Je ne sais pas si vous êtes tous sur un grand écran, mais vous pouvez voir qu'on parle voilà, de l'infrastructure de la firme, donc quelles sont les fonctions de gestion financière, juridique et administrative, la gestion des ressources humaines, le développement technologique, l'approvisionnement, la logistique, la production, la logistique externe, la commercialisation pardon, et les ventes, les services, et donc derrière, qu'est-ce qui en découle? C'est la marge. Donc comment est-ce qu'on mappe l'activité finalement de l'organisation pour faire sortir du bénéfice, qui est quand même un des points névralgiques d'une organisation. Et derrière, on décline ça à nos niveaux, on va dire, plus bas. Donc, on descend au niveau métier. Le niveau métier, c'est je suis la direction RH, j'ai besoin de tels outils aujourd'hui pour travailler. Comment je décline ça? Je rentre à un niveau donc en dessous, fonctionnel. Tout à l'heure, voilà, fonctionnel, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Je parlais d'architecture et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On est là. Donc, le volet métier, c'est la maîtrise d'ouvrage. Le volet assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est le volet fonctionnel. On est vraiment là au niveau où on commence à rentrer dans le SI et finalement, comment répondre aux enjeux, par exemple, de gestion de la paye pour mes RH avec les outils du marché. Donc, je vais lui mettre un outil, voilà, je sais qu'il y a PayFit aujourd'hui qui fonctionne bien. Voilà, l'outil PayFit, il correspond à tel besoin à travers ces fonctionnalités-ci qui sont identifiées. On se rend compte qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités dont on a besoin. OK, donc comment est-ce qu'on raccroche les wagons? Comment est-ce qu'on raccroche toutes les fonctionnalités dont on a besoin? Et comment est-ce qu'on les met en synchronicité pour que l'ensemble soit cohérent et se réponde? On passe à un niveau applicatif. Donc là, voilà, je suis allé un peu vite, mais le niveau fonctionnel, on est plutôt au niveau de la fonctionnalité. Comment est-ce que je fais moi mon raccrochement entre toutes les fonctionnalités? Comment est-ce que je se répondre pour répondre à un besoin métier? Le niveau applicatif, ça va être quelles sont les solutions que j'y insère pour répondre à mes besoins de fonctionnalité. Donc, je parlais de PayFit, voilà, auquel on raccroche telle ou telle fonctionnalité de tel ou tel outil, ou qu'on va développer nous-mêmes au sein de la DSI pour créer la cohérence globale. À savoir que pour répondre à un écosystème, pour répondre à un besoin fonctionnel de l'organisation, on peut raccrocher des solutions du marché. Donc, en les raccrochant entre elles, on a un sujet d'intégration de ces applicatifs-là, mais on peut également créer nous-mêmes des applicatifs qui nous permettent de répondre à des fonctionnalités auxquelles il faut intégrer, voilà, évidemment, l'écosystème pour répondre. Et enfin, on a le volet technologique, le volet technique. Et donc là, on parle d'infrastructure. On est vraiment sur de l'architecture infrastructure. Et derrière, quels sont les machines virtuelles sur lesquelles on va faire tourner telle ou telle application. Ces machines virtuelles, sur quel serveur elles tournent, et si elles tournent sur un serveur, est-ce que c'est un serveur qu'on héberge au sein de notre direction des systèmes d'information, dans un local qui est prévu qui est réfrigéré, etc., parce que les machines, ça consomme et ça envoie de la chaleur, ou alors est-ce qu'on les a mis à distance avec, par exemple, nos
j'allais dire nos providers de cloud, je vais essayer de jargoniser davantage, avec les solutions type Amazon ou Google, hein, qui ont directement leur data center et qui vont héberger nos applicatifs, nos données, etc. Donc en fait, derrière, il y a tout ce système-là qui se met en place. Et vous voyez, je parle de quand on regarde dans la petite brique qui se trouve à côté, donc on parlait de virtualisation, certes, mais derrière, on parle de nearshore et d'offshoreisation. Donc finalement, est-ce qu'on héberge ces machines-là à maison ou alors est-ce qu'on les envoie ailleurs? Donc voilà, derrière, ça parle de cloud computing, infrastructure as a service, mutualisation des briques techniques. Aujourd'hui, on accompagne beaucoup de personnes dans le public. Et dans le public, il y a un gros effort de rationalisation, on va dire, des coûts d'infrastructure. Donc par exemple, les universités, elles travaillent entre elles pour héberger parfois des applicatifs ou des données de l'université voisine pour se filer des coups de main. Donc derrière, on peut parler de... Voilà, les solutions sont diverses et variées, il y a beaucoup de choses qui peuvent exister. Il est 12h59, je pensais pas tenir mon temps. Finalement, j'ai tenu pile poil. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si on est bon sur l'ensemble. Je vous rappelle que c'était